Hello et bienvenue sur la chaîne d'Alira, l'école blockchain en France. Dans cette vidéo, nous allons parler du crash de l'USDC. Comment ça s'est produit, qu'est-ce qu'il faut en retenir, et enfin, quelles sont les alternatives au niveau des stablecoins à USDC. Virgile, qui est expert dans le domaine, va tout nous expliquer de A à Z, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur ce bilan sur l'USDC. Il y a eu un gros sujet dernièrement sur l'USDC et le DPEX sur un stablecoin qui s'en est suivi. Il y a beaucoup de leçons à retenir de cette histoire-là, mais aussi pas mal de choses à faire à partir de là et je voulais aborder tout ça avec vous aujourd'hui. Donc il y aura 4 sections dans cette présentation. Tout d'abord, il y a l'histoire du DPEX, c'est-à-dire comment c'est arrivé et comment ça a été rétabli. Ensuite, l'impact sur le secteur bancaire parce qu'il y a plusieurs dimensions dans cette histoire. Ensuite, troisièmement, il y a l'USDC dans la finance décentralisée parce que c'est le stablecoin qui est le plus réputé dans ce secteur-là. Et ensuite, quelques alternatives qui permettent de s'affranchir de l'USDC. Alors, tout d'abord, le DPEG, comment c'est arrivé? Ce qu'il faut savoir, c'est que Circle, c'est une entreprise émettrice qui est une filiale de Coinbase qui fonctionne un peu comme une banque classique. Une part du collatéral de l'USDC qui va être en cash. Donc, dans le cas de Circle, on est à 23%. Et une grosse part du collatéral qui est sous forme d'obligation. Et en moyenne, on est sur 4 mois de maturité à peu près. Le but est que chaque USDC émis par Circle est collatéralisé par une partie en cash et une autre en obligation à court terme, de façon à ce que ce soit le plus liquide possible. Et surtout, le deuxième détail à savoir sur Circle, c'est que ces réserves sont auditables. Tous les mois, il y a un auditeur qui est PwC qui fait des audits sur les réserves et qui permet de savoir exactement ce qu'il y a dans les réserves de Circle. Et surtout, quels sont les organismes qui s'occupent de conserver ces actifs-là. Là où l'histoire du DPEC devient intéressante, c'est que les audits de Circle ont montré que les réserves de cash sont détenues dans différentes banques américaines. Parmi les banques éligibles pour Circle, il y en avait 8, mais il y en a 3 qui sont Signature Bank, Silicon Valley Bank et Silvergate, qui ont été déclarées en faillite en l'espace d'une semaine. Et forcément, quand il y a des banques qui se déclarent en faillite, il n'y a plus forcément de collatéral derrière, et ça fait un peu paniquer tout le monde. Alors concernant ces faillites-là, Circle avait pris ses dispositions vis-à-vis de Silvergate en retirant la part de ses réserves peu de temps avant qu'ils se déclarent en faillite. Donc ils n'avaient pas vraiment de dégâts à faire signaler. Et cependant, la faillite de Silicon Valley Bank, elle était absolument pas prévue. C'était une fermeture administrative, donc le service était absolument pas joignable. Et surtout, c'est une banque qui avait 210 milliards sous gestion qui viennent de s'évaporer du jour au lendemain. Et le problème dans tout ça, c'est que Circle détenait 25% de ses réserves en cash dans cette banque. En sachant qu'il y avait 23% de cash dans les réserves de Circle, ça nous fait quand même un déficit à 3 milliards de dollars qui est survenu du jour au lendemain. Et c'est une perte sèche que le marché a tout de suite pricé. On peut voir sur le screen de TradingView ici, l'USDC est tombé à 0,91 dollars. Pour retrouver le ratio 1 pour 1, c'est-à-dire pour rétablir l'ancrage sur le dollar, les déposants chez Circle peuvent ce qui s'appelle redeem, c'est-à-dire récupérer 1 dollar pour chaque USDC qu'ils remboursent à Circle. Sauf qu'il y a deux problèmes vis-à-vis de ça, c'est que le DPEG est survenu au cours du week-end. Vu que Circle est une entreprise américaine qui a pignon sur rue, eh bien c'est comme un service financier traditionnel, le service n'est pas accessible le week-end. Et donc forcément, ceux qui veulent vendre leurs USDC sont obligés de le faire sur un marché secondaire. Donc on a un choix cornélien entre soit revendre à perte, soit être obligé d'être attendre le lundi pour pouvoir revendre. Et le deuxième problème, c'est que les réserves de cash de Circle sont limitées. Comme on venait de le voir, il y avait seulement 23% des réserves de Circle qui étaient en cash. Il y avait de la liquidité qui était accessible, mais si tout le monde souhaitait retirer d'un coup, Circle n'était clairement pas en capacité de rembourser tout le monde. Tous ces problèmes survenus en même temps ont fait paniquer le marché et on s'est mis à douter de la solvabilité de l'USDC. Alors qu'il n'y avait pas tant d'inquiétude que ça à avoir. L'histoire la plus proche qu'on peut faire en parallèle, c'est celle de Tether. C'est-à-dire que, il y a plusieurs années de ça, Tether avait des soucis bancaires et on s'est rendu compte en examinant la réserve qu'il y avait seulement 74 centimes de dollars de collatéral pour chaque USDT émis. Et c'est aussi à ce moment-là qu'il y a eu des gros doutes sur la solvabilité de l'USDT. Mais le problème de Tether a été rétabli au bout de 2 semaines. Enfin, le PEG a été rétabli au bout de 2 semaines. Et dans le cas de Circle, il y avait beaucoup plus de scénarios possibles et surtout beaucoup plus de moyens chez Circle pour s'en sortir. Et c'est ce qu'on va voir justement dans les slides juste après. Tout d'abord, le scénario le plus pessimiste qu'on pouvait avoir, c'est que tout le monde souhaitait retirer leurs USDC et les échanger contre des liquidités. Donc le principe, c'est que tous les utilisateurs cherchaient à redeem leurs USDC
et on pouvait rétablir le peg de l'USDC par arbitrage. C'est-à-dire que c'est une boucle qu'on peut faire en 3 étapes, c'est-à-dire en premier lieu échanger ces USDC contre des dollars chez Circle, ensuite racheter des USDC avec ces mêmes dollars. Et en tant qu'institution financière, quand on a plusieurs millions, voire milliards à échanger, ça fait énormément de profit. Et ensuite, recommencer le procédé jusqu'à ce que le PEG soit rétabli ou alors qu'on n'ait plus d'USDC à échanger. Le problème de ce procédé, c'est qu'il est faisable seulement dans les limites des réserves de Circle. Et comme on peut le voir, les réserves, elles sont limitées. Et ce qui se serait passé, c'est que d'abord, les réserves de cash auraient été épuisées, mais ensuite, si elles venaient à être épuisées, c'est les obligations qui prennent leur lait. À ce moment-là, Circle a deux options, c'est-à-dire que soit elle vend ses obligations à prix coûtant, donc elle accepte de prendre une perte pour avoir de la liquidité qui soit disponible immédiatement, soit elle met en place une file d'attente en attendant l'expiration. Quand on pense à file d'attente, on pense au bank run, mais sauf que dans ce contexte-là, c'est différent. En fait, quand Circle achète des obligations, elle achète pas toutes ses obligations d'un seul coup. Elle en achète tous les jours, et tous les jours, il y en a certaines d'entre elles qui arrivent à maturation. Et donc, c'est la maturation d'un certain nombre d'obligations qui va cadencer la file d'attente. Donc, cadencer la vitesse à laquelle les utilisateurs peuvent récupérer leurs dollars. Sauf que, à partir du moment où ces réserves sont épuisées, eh bien, les réserves de Circle sont définitivement épuisées et un stablecoin sans collatéral, eh bien, c'est un stablecoin qui ne vaut rien. Mais ça, c'est vraiment pour le scénario le plus pessimiste possible. Comme on va le voir dans cette slide-là, il y avait beaucoup de scénarios dans lesquels on pouvait espérer un repeg du dollar de façon complètement naturelle. Déjà, de base, le fait de redeem et de faire un arbitrage sur l'USDC, c'était une force acheteuse naturelle qui pouvait suffire à rétablir le peg. Ensuite, il y avait l'arbitrage du marché, c'est-à-dire que sur plein de plateformes d'échange, que ce soit sur les plateformes centralisées ou décentralisées, il y avait pas mal de produits à disposition pour pouvoir arbitrer l'USDC. Il y a énormément d'acteurs qui ont justement utilisé l'USDT pour pouvoir rétablir le peg. Et surtout, eh bien, Circle, on le dit assez peu souvent, mais c'est une véritable imprimante Afrique, dans le sens où sur leurs obligations à court terme, ils ont 4,5% de rendement annuel environ sur les obligations. Et quand on a une réserve de plusieurs dizaines de milliards avec un rendement pareil, on en arrive facilement à plusieurs milliards de bénéfices par an. Surtout, il y a des frais de création et de destruction sur les USDC. C'est-à-dire que quand les institutions viennent déposer leurs dollars pour obtenir des USDC via Circle, eh bien à chaque fois, Circle va prélever 0,1% environ de frais sur cette conversion-là. Et ça fait encore un cash flow en plus pour Circle. Donc Circle avait tous les arguments nécessaires pour retrouver le PEG par lui-même. Et c'est aussi de cette façon que cette histoire s'est bien finie. La leçon à retenir, c'est quoi? Eh bien, c'est un peu l'ironie du sort dans cette histoire, c'est que la transparence de Circle s'est retournée contre elle-même. C'est grâce aux audits qu'on s'est rendu compte que les réserves de cash étaient assurées par des banques en faillite. Et surtout, certains acteurs qui étaient plutôt lucides sur la situation se sont servis de cette information-là pour changer de stablecoin ou ont profité de l'occasion pour faire de l'arbitrage et beaucoup gagner dans le procédé. Alors là où ça devient un peu plus bizarre, c'est que certains acteurs se sont servis de l'USDC pour arbitrer le PEG. Et d'autres ont choisi de ne plus faire confiance à Circle pour aller sur l'USDT en sachant que les réserves du SDT sont opaques. C'est-à-dire que Tether, bon, ils ont une certaine aura, ils ont une certaine confiance vis-à-vis de l'écosystème aussi, mais sauf que on ne saura jamais précisément ce qu'il y a dans leurs réserves. Et c'est aussi ça la grosse leçon à retenir, c'est que la communauté crypto préfère un système opaque au lieu d'un système transparent qui avoue ses imperfections. C'est aussi de cette façon qu'on s'est retrouvé avec des scandales tels que Celsius ou FTX, où le service proposé pour les utilisateurs était très cool, mais on n'avait aucune idée de ce qui se passait derrière. Et dès le moment où on décide de lever le capot pour regarder ce qu'il y a, c'est là où on se retrouve avec énormément d'utilisateurs qui finissent sans rien du jour au lendemain. Une autre leçon à retenir, c'est que Circle fonctionne un peu comme une banque traditionnelle. Mais sauf que ces derniers jours, on voit beaucoup de banques américaines et surtout le Crédit Suisse qui ont des gros problèmes de solvabilité en ce moment et certaines qui se déclarent même carrément en faillite. Ce qu'il faut savoir sur ces banques-là, c'est que les banques ont un fonctionnement similaire à Circle, c'est-à-dire du cash d'un côté et des obligations de l'autre. Mais il y a deux différences qui sont vraiment importantes à souligner, c'est que d'une part, elles ont moins de cash. En général, on considère une banque comme sûre quand il y a seulement 12% de cash.
mais sauf que c'est 2 fois moins que les réserves de Circle. Et d'autre part, les obligations qu'elles détiennent sont à très long terme, c'est-à-dire environ 10 ans. Et dans le cas de Circle, les obligations sont à 4 mois, ce qui laisse quand même beaucoup plus de marge d'erreur. Mais dans le cas d'une obligation à 10 ans, c'est beaucoup plus compliqué de les revendre, voire ce n'est pas possible de les vendre du tout, parce que ce genre d'obligation à terme à 10 ans, bien, elles ont été créées lorsque le taux d'intérêt était à 0%. Donc le rendement est vraiment pas intéressant. Et donc avec une hausse aussi importante des taux d'intérêt, les racheteurs, ce qu'ils veulent, c'est surtout des obligations avec à 75% de taux d'intérêt. Donc soit les banques ne peuvent pas vendre leurs obligations, soit elles sont obligées de les vendre avec un discount beaucoup plus fort que ce qu'on pouvait trouver avec Circle. Et surtout, ça fait 3 banques pro-crypto liquidées en une semaine. Alors au départ, on se disait juste que c'était le hasard, que c'est pas grave, on pouvait s'en remettre. Mais sauf que ces derniers jours, on a eu une révélation à la CNBC où Barney Frank, un acteur de la finance traditionnelle qui fait partie du conseil d'administration de Signature, il a affirmé que le retrait des banques était soudain, mais que la banque s'était stabilisée. La banque avait les moyens de s'en remettre, mais sauf que ce sont les régulateurs américains qui ont contraint la banque à fermer. Son intuition est que la volonté des régulateurs est de faire passer les cryptos pour un environnement toxique, et c'est pour ça qu'elles font exprès de mettre des banques pro-crypto en faillite, juste pour montrer que ça marche pas. Un peu comme l'histoire du lapin qui a tué un chasseur. À aucun moment on s'imagine que le lapin a le fusil. La vérité, c'est que le chasseur a été tué par d'autres chasseurs qui étaient bourrés, et pour éviter le scandale, on a remis la faute sur le lapin. Et l'histoire du lapin qui a un fusil fait plus de bruit parce que le lobby des chasseurs est plus puissant que le lobby des lapins. Quitte à choisir des alternatives à la finance traditionnelle, il reste la finance décentralisée. Le seul problème, c'est que l'USDC, c'est le stablecoin le plus utilisé dans la DeFi, tout simplement. Déjà sur Curve, ça fait partie des stablecoins les plus échangés. Sur Aave, il fait partie des collatéraux disponibles. Sur MakerDAO, il y a 58% des DAI qui sont collatéralisés par de l'USDC. On est à la limite sur du wrapped USDC à ce point-là. Ensuite, sur Frax, qui a un projet de stablecoin algorithmique, eh bien, il y a 92% du SDC dans la réserve. Et surtout, sur Jarvis, on doit déposer des USDC pour émettre des JFIAT. C'est-à-dire que quand vous voulez émettre des J-euros, des JCHF ou d'autres devises à partir de Jarvis, eh bien, l'USDC est le collatéral disponible pour pouvoir les émettre. En sachant que Jarvis a prévu de changer de collatéral si jamais ça devient trop dangereux. C'est-à-dire que dès le moment où l'USDC n'est plus aussi fiable qu'il le prétend, eh bien Jarvis peut se concerter pour changer de stablecoin. Cela dit, si on veut des alternatives qui soient vraiment affranchies de l'USDC, il y en a surtout deux qui sont opérationnelles depuis un bon moment et qui fonctionnent assez bien. La première, c'est Liquity. Alors, Liquity, c'est le stablecoin qui a le plus fait parler de lui ces dernières semaines parce que c'est l'antithèse totale du stablecoin centralisé. En gros, le principe de Liquity tient en deux règles. C'est que d'une part, seul l'Ether est mis en collatéral pour émettre des LUSD. Et le deuxième principe, c'est qu'il n'y a pas de gouvernance. Il y a juste de la théorie des jeux. Cette théorie des jeux, elle se décline elle-même en deux règles. D'une part, il n'y a pas de taux d'intérêt, donc il n'y a pas besoin de le choisir. Ceux qui veulent émettre des LUSD payent environ 0,5% de frais d'emprunt. Ça, c'est surtout pour dissuader les arbitrages un peu trop agressifs. La deuxième règle, c'est que lorsque des utilisateurs veulent rembourser leur LUSD pour récupérer leurs Ethers, eh bien, les Ethers qu'ils vont récupérer seront ceux des emprunteurs qui ont le ratio de collatéral le plus faible. C'est-à-dire que si le ratio de collatéral le plus faible est à 150%, eh bien, ce sera cette position qui sera liquidée. Ce sont les utilisateurs qui ont les positions les plus risquées qui se font liquider. Et on arrive à un système vraiment intéressant où tout le monde œuvre pour la sécurité du protocole pour le bien de leur propre position. Et le deuxième stablecoin alternatif qui est opérationnel depuis un bon moment également, c'est le SUSD de Synthetix. Et sur Synthetix, le fonctionnement est un peu différent. C'est que les SUSD sont collatéralisés par le token du protocole lui-même, qui est le SNX. Et à ce compte-là, il y a trois règles en tant que staker. C'est que la première, les stakers de SNX reçoivent un certain montant de SUSD en fonction du taux de collatéralisation, qui est appelé le C-ratio ici, qui est déterminé par la gouvernance du protocole. Alors, en ce moment, c'est 500%. Il y a quelques semaines, c'était 400. Des fois, ça peut varier, mais à l'heure actuelle, c'est 500% de ces ratios. Pour 500%, pour donner une idée, pour 1000 dollars de SNX que vous stakez, vous obtenez 200 dollars en SUSD. Ensuite, pour la deuxième règle, c'est que en dessous de 160% de ces ratios, les stakers de SNX sont liquidés.
Ça, c'est vraiment un seuil de liquidation qui est très conservateur, mais qui fait aussi partie de la sécurité du protocole. Et si Synthetix est en activité aussi longtemps, c'est aussi grâce à ce genre de sécurité. Et la troisième règle, c'est que au-dessus de 50% de ces ratios, les stakers de SNX sont rémunérés pour la stabilité du stablecoin et la liquidité du protocole. Une fois que vous avez dépassé ce seuil-là, vous obtenez deux types de récompenses. D'une part, vous récupérez des récompenses en SNX parce que le token est inflationniste et vous recevez une partie de cette récompense-là. Et la deuxième récompense, c'est du SUSD. Et le SUSD, il provient surtout de tout l'écosystème qui est construit autour de Synthetix. Parce que Synthetix, c'est pas seulement un émetteur de stablecoin, il y a un émetteur d'actifs, c'est aussi la base technique de plusieurs projets. Par exemple, l'exchange à levier Quanta, il y a le protocole Lyra qui permet d'avoir des options, ou il y a même Thales qui a un marché prédictif. Tous ces protocoles-là, ils utilisent Synthetix comme base technique. Et justement, une partie du volume qui s'enregistre peuvent être redirigés au staker de SNX pour obtenir du SUSD. Alors évidemment, c'est juste deux alternatives possibles. Il y en a d'autres et surtout, il y en a certaines qui sont pas encore parues, notamment le CRV USD de Curve et le Go de AAV. Et les alternatives à l'USDC existent et qu'il y a toujours moyen de s'en sortir, malgré tout ce qui vient de se passer. Merci à toi Virgile et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!